Jean-Paul Gaultier, 63 ans, couturier hyper vitaminé, optimiste structurel, sa joie de vivre mettrait au chômage un bataillon de psy. Mais alors, que va-t-il livrer de lui ce soir sur le divan de Marc-Olivier Fogiel ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais tout va très bien, je dirais. Je crois que tout va très bien. Je vois pas ce qui ne peut pas aller. Pour moi, je pense que c'est une question qui me correspond pas. J'ai l'impression que tout va bien. D'accord, je suis à un moment de changement, c'est vrai, dans ma carrière notamment, puisque j'ai arrêté le prêt-à-porter. Mais au contraire, puisque je le fais et que je l'ai décidé, ça va très bien, puisque je l'ai choisi. Bonsoir Jean-Paul Gaultier. Gaultier, je devrais dire d'ailleurs. Hein. C'est vrai. Personne ne prononce. Il y a un L et personne ne le prononce. C'est pas normal, non ? Ah non, je vais dire Jean-Paul Gaultier, donc bonsoir. Et j'étais sûr qu'à cette question, Jean-Paul, vous diriez qu'elle n'est pas pour vous, parce qu'on vous associe forcément à l'énergie, au rire, à la jubilation, à l'amusement. Alors on va beaucoup parler ce soir, et on va essayer quand même de découvrir Jean-Paul Gaultier, l'homme qui est entré dans le patrimoine français. Là, ça cartonne au musée, au Grand Palais. Vous êtes de votre vivant exposé au Grand Palais, et c'est un énorme carton. On a 1 milliard de choses à se raconter ce soir, Jean-Paul. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi je vous ai invité. Si je vous ai invité, c'est que... Eh bien, c'est que je me suis dit qu'un petit garçon qui s'amusait à maquiller à la truelle son ours en peluche et à lui affubler des seins de forme conique avait toute sa place sur ce divan. Et qu'il allait devoir, un jour ou l'autre, s'expliquer pour ses sévices réalisés sur une peluche. Ça, c'est la première raison. Autre raison, vous sautez sur tout ce qui bouge. Nabila et Madonna, la haute couture et l'Eurovision, Yvette Horner et Lady Gaga, vous prenez tout. Vous avez aboli toutes les frontières, l'avant-garde et l'arrière-garde, le bon et le mauvais goût, la mode et ce qui est à la mode. Ça a été une connexion, je veux dire, mieux que le Wi-Fi. C'est-à-dire qu'on s'est connectés, on s'entend super bien et... magnifique. Alors pourquoi cette absence totale de hiérarchie ? Un acte militant ou la manifestation d'un cerveau autodidacte qui nivellerait tout par le haut ? Ce qui m'a également poussé à vous inviter, c'est que vous n'êtes pas tout à fait seul dans votre tête. Je suis pas doublé par contre. C'est-à-dire que j'ai ma baleine qui est comme vous l'avez fait, oui. Mais j'ai la peau entre. Oui. Tout au moins la partie. On est vraiment là. C'est là où je suis rejoint. C'est avec une remarquable intensité que vous incarnez le tissu. Alors est-ce que c'est grave ? Disons que ça commence à être inquiétant. Et pour corser le tout, vous jouez avec les genres. Chez vous, les filles s'habillent en hommes et les hommes en filles. Tout le monde a l'air content et vous le premier. Alors quelle part de vous, de votre intimité, avez-vous mis dans ce grand mélange des sexes et des genres ? Et puis la dernière raison, c'est que vous êtes un éternel enfant, ou plutôt un éternel garnement. Vous avez élevé une forme d'immaturité jubilatoire en règle de vie. Votre part d'enfance, vous la chérissez, vous la nourrissez en permanence, jusqu'à ce qu'elle emplisse tout votre être. Mais qu'est-ce qui vous panique dans le monde des adultes, cher Jean-Paul ? Pas d'inquiétude, vous avez plus d'1 heure pour répondre, et je ne me fais pas de soucis, la vérité sort toujours de la bouche des enfants. C'est très mignon. C'est très mignon, la vérité sort de la bouche des enfants. On commence par ça, par l'éternel enfant, puisque tous vos proches nous ont dit c'est un éternel enfant, un garnement, il refuse de vieillir. On va essayer d'abord de l'illustrer et de comprendre pourquoi. D'abord, ce que je dirais, c'est que la vérité, je dis c'est très mignon, la vérité sort de la bouche des enfants. Mais en fin de compte, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est-à-dire que quand j'étais, tout au moins dans mon cas personnel, quand j'étais gamin, quand j'étais enfant plutôt, je mentais énormément. C'est-à-dire que justement, comme peut-être le monde, tout au moins celui de l'école, n'était pas celui dont je rêvais ou dans lequel j'étais à l'aise, je mentais, je m'inventais une autre vie. Et puis vous aviez aussi un peu honte de votre origine sociale, Jean-Paul. Vous donniez une autre adresse à vos copains de classe, on le verra tout à l'heure, parce que l'HLM d'Arcueil, vous préfériez un autre milieu. Émile Raspail, c'est vrai. C'est pas que j'avais... D'ailleurs, je m'en suis rendu compte par la suite. Enfin, j'avais aucune honte par rapport à mes parents, à mes racines, à ma grand-mère qui était extraordinaire. Mais c'était ça, à l'école, le fait dans un H&M... J'arrive même plus à dire le nom. C'est un H&M ? Un vrai psy vous dirait c'est un lapsus révélateur. Mais c'est total. HLM. HLM, voilà. J'oublie le L
qui est à loyer Habitation à loyer modéré. Voilà. Donc c'est vraiment totalement, voilà. Alors donc voilà, ça m'aura servi au moins. Vous savez, je n'ai jamais fait, si une fois seulement, une séance de psychanalyse, parce que je jugeais que j'en avais absolument pas besoin. Et bien aujourd'hui, c'est là que tout va se révéler en fin de compte, parce que déjà je commence à faire un lapsus très révélateur par rapport à cela, vous voyez. Donc j'étais rue Émile Raspail, je reviens là-dessus, sans dire le mot. Et donc, j'étais pas très à l'aise et à l'école, ça n'allait pas trop. Par contre, avec mes parents, tout se passait merveilleusement bien, avec ma grand-mère notamment. Mais à l'école, disons, j'étais un petit peu à part et je me sentais à part. C'est-à-dire que j'avais pas de copains. Déjà, j'avais ni frère ni sœur. Donc, j'étais seul un petit peu dans le jeudi et je pouvais vivre la vie que j'avais envie, c'est-à-dire, j'étais rêveur, je regardais les nuages, j'arrivais à voir des visages dans les nuages. Je regardais la télévision, on me laissait tout voir. Donc, j'étais vraiment un enfant de la télé, ça, totalement. Et avec tout ce qui était interdit, même, j'avais cette chance-là. Et puis, je parlais comme un petit adulte, je crois. Je crois qu'en fin de compte, si je me voyais, maintenant, si je m'entendais, j'aimerais pas du tout la façon dont je parlais. Alors, Jean-Paul, vous parliez comme un petit adulte, comme vous dites. Ouais. Et adulte, vous parlez un peu comme un enfant. C'est de ça dont on va parler maintenant, si vous voulez bien. Parce que ce refus un peu de vieillir, un peu le syndrome Peter Pan, ne serait-ce qu'on voit ces images, Jean-Paul, le Gaultier, je dois dire, joyeux, sautillant un peu le garnement pendant tous vos défilés, comme ça. Quand vous voyez comme ça, vous voyez bien qu'il y a un peu l'idée de l'éternel enfant, comme disent tous vos copains. L'éternel enfant qui a pris du bide et qui a moins de cheveux, hein, quand même. Ça arrive à tout le monde. Hein. Bon, là, c'est une postiche, on va dire. Oui. Qu'est-ce que ça dit de vous, vous diriez, ce côté-là non, c'est-à-dire sautillant ce côté ravi, c'est parce qu'en fin de compte, si vous voulez, je crois qu'à la base, je fais ce que j'ai toujours rêvé, étant enfant, de faire. Donc, ça vient de là. C'est-à-dire que pour moi, faire un défilé, c'est ma joie, c'est ce que j'aime faire. La mode, donc je réalise mon rêve d'enfant. Donc, en réalisant ce rêve d'enfant, je crois que je reste un petit peu enfant. Il y a aussi une angoisse un peu pour vous dans le fait de devenir adulte, la peur peut-être de ne plus être créatif, la peur de vous ennuyer, pas forcément de vieillir, mais le fait d'être adulte. Vous voulez que je sois très honnête, très tôt, quand j'avais même une vingtaine d'années, j'avais alentour de moi des gens qui déjà se posaient le problème de la vieillesse. Moi, je me le posais absolument pas, parce que j'avais ma grand-mère qui était formidable, et du coup, qui m'a montré une vision de la vieillesse comme quelque chose qui peut être beau. Et que les gens peuvent être très intéressants en étant vieux, fascinants et apprendre plein de choses. Donc ça me faisait pas peur. Mais c'est peu à peu en voyant les photos dans lesquelles j'évoluais et je me disais tiens, maintenant même en photo je me trouvais déjà moche, mais alors maintenant c'est encore pire. Donc c'est en cela où je me dis oui, en effet, le vieillissement, mais il n'y a pas un refus en moi de vieillir. Je sais que c'est inéluctable et que ça peut aller vers des choses très bien. Le côté par exemple éternel enfant, une de vos amies nous disait, Anna Pavlovski, un de vos mannequins fétiches, qu'un jour, dans le métro, vous étiez à côté d'une dame, vous aimiez beaucoup sa robe, vous l'avez découpée dans le métro, un bout de robe, parce que elle vous plaisait, cette robe, le morceau de tissu vous plaisait. Ça, c'est un truc de môme, de garnement, quoi. Ouais, je faisais pareil avec des rideaux ou attacher la jupe de ma grand-mère qui était assise dans un parc avec la jupe de la personne, l'autre dame âgée qui était avec elle. Et après, quand elle se levait, on avait des petites farces comme ça, l'attacher avec une épingle à nourrice. Enfin, ce genre de petites plaisanteries comme ça. Sauf mais là, il y avait quand même le goût. Mais là, vous ne l'êtes plus quand vous découpez dans le métro la robe de la dame d'à côté. Il y a très longtemps, là. C'était à mes débuts, on va dire. À mes débuts. Mais c'est vrai que j'ai des envies comme ça un petit peu et que je les laisse. En fin de compte, je crois que j'essaye d'être le plus libre, entre guillemets, possible, et le plus naturel dans mes envies. Et, si vous voulez, à partir du moment où j'ai réalisé que je faisais le métier que je rêvais de faire, je crois que je me suis dit, maintenant, j'ai plus le droit de mentir. Donc, en fin de compte, me montrer comme je suis, comme je pense, en essayant de tricher le moins possible. Sauf que dans ce milieu, qui n'est pas un milieu simple, oui. Vous êtes, à part Jean-Paul Goude, le photographe-réalisateur, dit c'est un véritable enfant, donc dans le sens de l'absence de cynisme. Il croit tout et il est toujours au premier degré, sans cynisme, ce qui est super rare. C'est ça, et sans aigreur, j'espère. Parce qu'on peut être amené à le faire. Hein. Il est vrai que être à la mode, c'est être démodé le lendemain. Hein. C'est ça la mode elle-même. Hein. Donc c'est quelque chose, c'est assez dur en fin de compte comme métier. Mais comme je le fais pour l'amour de ce métier, donc je me sens un peu épargné en fin de compte. Et je voulais dire que je fréquente peut-être pas trop quand même le milieu de la mode. Évidemment, il y a des personnes que je vois, il y a des personnes que j'affectionne, il y a des personnes que j'adore, il y a des personnes avec qui je travaille, mais j'en fais un petit peu ma famille, si vous voulez. Et c'est se sentir bien dans une famille. J'ai réussi à m'en faire une famille. Au départ, c'est
pas des gens de la mode, je crois. Vous dites la mode, donc évidemment c'est important pour vous, on le comprend, mais c'est aussi le show qui est important pour vous. Et le show qui vous ramène à l'enfance, parce que l'enfance, vous alliez à l'église. Tout à fait. Et l'église, c'est de là aussi d'où vous vient votre inspiration. Vous dites la scène, le musical, le théâtre, la danse, évidemment tout ça. Mais quand j'étais petit, j'avais besoin de l'irréel. Et quand j'allais dans l'église, pendant la messe, j'étais dans une sorte de transe, prêt à m'évanouir. J'étais hypnotisé par le décorum, la pompe, les rituels. Et ça vient aussi de ça, vos shows, comme à l'église. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire, mais ça vient pas de ça, je crois, le fait de faire des shows. Mais par contre, pourquoi le spectacle? Alors là, ça vient d'autre chose, ça vient de la télévision, ça vient d'un film, Falbala, avec Micheline Prel. On va le voir tout à l'heure. Et c'est ça qui m'a donné, si vous voulez, j'ai vu la mode par un film, au travers d'un film. Et donc, on voyait à un moment un défilé de mode, et donc, il y avait toute l'espèce de théâtralité, les lumières, le mouvement, la musique derrière et tout. Et du coup, après, quand j'ai fait de la mode, pour moi, il fallait absolument faire un défilé, parce que le défilé, c'était la vie, c'était une représentation de soi-même ou des autres. Et voilà, il fallait à tout prix, en quelque sorte, la mettre en scène. Vous dites, les mises en scène, les shows, c'était important pour vous. Vous pouvez tout vous permettre, vous, dans les shows. On va le voir plusieurs fois dans cette émission. Tout à l'heure, on va voir des images extrêmement provocatrices, mais là, des images de garnement dans vos shows, marrantes, parce qu'on associe Gauthier à ça, à ce côté ludique, et qui ose tout comme ça, par exemple. C'était comme un énorme lit avec plein de coussins et tout. Ça se terminait pas en partouze, mais enfin, disons, une joyeuse bataille de polochons et d'oreillers. Là, c'était avec Chopinot, ça c'était pendant un défilé, des garçons avec des barésies. Rosie Di Palma qui nous fait un striptease en Madame de Palmet, hommage à l'autre. Ah, ça, par contre, c'était un défilé. Alors là, ma grosse catastrophe, le défilé que je déteste le plus, que j'ai fait. Enfin, celui-là, je le déteste, vraiment. Parce que? Pas celui-là. Celui d'avant, c'est parce que c'était pas des vrais mannequins. Ça, c'est Yvette. Tiens, je savais pas qu'elle était tombée dans le défilé. Je savais pas, j'avais pas vu qu'elle était tombée. Ça, c'est mon dernier défilé de prêt-à-porter avec genre les Miss France. Voilà, avec Rosie Di Palma, évidemment. Et ça, c'était le rideau final de mon défilé de prêt-à-porter, parce que j'ai arrêté de le faire. Il y a quand même l'idée, Jean-Paul, que vous pouvez tout vous permettre. Ben oui, dans les défilés, oui. Je crois qu'au départ, d'ailleurs, ça a beaucoup choqué. C'était assez mal pris. Mes premiers défilés en France, je parle pas en Angleterre, mais en France, ça a été assez mal pris par la majorité des journalistes, parce qu'il y avait des choses, et puis des acheteurs aussi, parce qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas faire. C'était un défilé de mode, donc il fallait montrer d'une façon tout à fait normale. Moi, dans mes premiers défilés, j'ai eu quand même Edwige, la reine des punks, qui, à un moment, chantait en playback la version My Way de Sid Vicious. Et avec une espèce de collant déchiré, résille et tout, avec une veste de crooner en marabout, avec le col de vernis noir. Donc, c'était... Bon, voilà, à l'époque, ça se faisait pas dans les défilés. Les défilés de mode, c'était sérieux. Alors, ce défilé-là, voilà, c'est celui des marionnettes où, justement, il n'y a pas la vie. La vie, pour moi, c'est essentiel dans un défilé. C'est-à-dire, ça doit montrer l'expression d'aujourd'hui, quoi. Mais Jean-Paul, on peut jamais vous associer au mot calme, au mot sobriété. C'est pas du tout une critique, bien au contraire. Ouais. Mais vous savez d'où ça vous vient, cette espèce d'énergie permanente, comme ça, cette course effrénée? Je crois pas que ce soit une fuite. Je crois que dans ma famille... Enfin, j'ai été élevé, mes parents... Mon père était assez joyeux. C'était une espèce de chevalier servant parfait pour ma mère et puis comme ça en général, qui faisait danser les femmes et tout, qui était toujours joyeux, qui était prêt à faire entre guillemets le clown, imiter Charles Trenet. Il m'a appris à danser. Enfin voilà, donc j'ai cette espèce d'énergie et un côté très spontané dans la façon de montrer mon amour ou mon affection pour les personnes. Comme les enfants. Ça, je tiens de lui, oui. Mais ceci dit, d'un autre côté, je sais que d'un autre côté, ma grand-mère, elle, était beaucoup plus raisonnée, pouvait quelquefois être froide et cassante, et elle disait, quand on aime, il n'y a pas besoin d'embrasser. Bon. On continue à dérouler l'enfant que vous êtes toujours. Les enfants, souvent, quand ça joue, ça se parle à soi-même, et c'est ce que vous faites aussi. Et même quand vous travaillez, vous vous mettez à la place du tissu. Regardez cette archive, elle m'a fasciné. Ça peut être joli, non? C'est-à-dire que jusqu'à la taille, je suis avec le vrai tissu. Après, à partir de sous la poitrine, mais en escalier toujours, toc, 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 je deviens cette couleur-là. Et après, j'ai le dernier ton qui est en haut, le marron. Et derrière, je suis par contre saumon. L'articulation, ça va donner... Enfin, je veux dire, ça va beaucoup apporter au corset, parce que là, on le sent très emprisonné, quoi.
tout doublé de... Des mais surmots. je suis pas doublé, par contre. C'est-à-dire que j'ai ma baleine qui est comme vous l'avez fait, Oui, oui. mais j'ai la peau entre. Oui, oui. Tout au moins la partie... ouais. On est vraiment là, c'est là où je suis rejoint. D'accord. Non, mais ça va être très beau, Annelise. Oui, c'est un petit peu, c'est drôle en effet quand on le voit, je le vois moi-même, je me rends même pas compte quoi. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me mets à la place du vêtement quoi presque, du tissu, et donc j'essaye de voir comment ce que je deviens en étant vêtement, ce qui va m'arriver et tout. C'est une espèce de, oui, je me prends pour un vêtement. Vous dites même certains tissus évoquent en moi quelque chose de gustatif. Ils me procurent un c'est véritable vrai. plaisir salivaire. Mais ça, c'est des couleurs, hein, je crois. Vous voyez, des couleurs de pastèque, des couleurs de melon, de sorbet et tout ça, ça évoque. C'est vrai, vraiment, il y a des moments où vraiment, je bave devant certaines couleurs. Carrément. Voilà, je ne les mange pas encore, hein, les tissus, mais enfin, ni les couleurs. Mais enfin, par contre, si ça évoque, parce que la nourriture est très importante. Pour moi, ça c'est vrai que vraiment j'ai un plaisir à manger. J'adore les pâtisseries, mais j'adore aussi ce qui peut être salé. Et du coup, il y a des couleurs particulières dans la nourriture et qu'on peut retrouver dans les vêtements. Donc toutes les couleurs sont dans la nature, mais dans la nourriture aussi. Vous avez conscience quand même, Jean-Paul, d'être atypique? Il n'y en a pas beaucoup comme vous. Hein. Mais en fin de compte, alors ça, je prends ça comme un grand compliment, Ah ouais, parce que bien je sûr. pense que j'aime surtout les gens atypiques, quoi, je crois. Peut-être que, m'étant senti, peut-être étant gamin atypique moi-même, dans le sens de ma différence, on va dire, de mon espèce de fragilité en tant que garçon qui n'aime pas jouer au football, etc., donc peut-être de l'homosexualité que je devais pressentir ou que ma grand-mère pressentait, peut-être je me sentais donc un peu à part, et du coup, je pense que ça m'a fait ouvrir les yeux sur les gens qui étaient un petit peu hors normes, on va dire. Et donc que ce soit aussi bien beauté physique à part que faisant des choses intéressantes et différentes, quoi. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui sont à l'inverse de moi-même, c'est-à-dire justement pas timides et qui affrontent beaucoup plus les choses que moi. Peut-être que j'affronte moins. J'affronte de par mon travail, mais peut-être que dans la vie, je suis pas quelqu'un qui aime les combats, quoi, on va dire. La timidité, on a du mal à vous imaginer timide quand vous voilà. C'est vrai. Bah ouais. C'est vrai, Ça se manifeste pourtant, comment, c'est le cette cas. timidité? Mais je vais vous dire une chose, c'est que, bon, maintenant peut-être, avec l'âge, peut-être je me ramollis, et donc du coup, je le ressens moins, mais tout au moins ça a été pendant très 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 longtemps, même ne serait-ce qu'avoir une interview à faire, c'était la panique. Mes premières interviews, qui n'étaient pas filmées d'ailleurs, mais c'était une grosse panique. Mais comme je vais parler de quelque chose qui me fait réagir, et c'est-à-dire mon métier, ma passion, etc. Donc du coup, je trouvais l'énergie pour le faire. Et Tout même pour le métier, donc, en fait. C'est le métier qui vous a sorti de la timidité. Oui, sincèrement. Ah oui, tout à fait, Mais elle se manifeste encore, cette timidité, Jean-Paul? Oui, tout à fait. Mais quelquefois, je suis angoissé. Certes, il y a plein de personnes qui m'intimident et que je n'ose pas leur parler. J'ai peur... j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir les gens. Donc Votre copain, Gérard Lefort, ancien journaliste à Oui. Libération, il vous Oui. connaît bien, il dit de ça de vous. Gauthier est un hyper timide, vraiment. Non seulement il n'est pas assis sur ses certitudes, il remet tout en question, tout le temps, mais il est aussi très mélancolique. Qu'est-ce que ça inspire chez vous, le mot mélancolie, Jean-Paul? Ben disons que peut-être que je n'aime pas trop la ressentir. J'aime pas trop les... Voilà, je préfère toujours quand même la joie et le... Donc peut-être que ma mélancolie peut être en regardant d'anciennes photos ou certaines choses, mais enfin, mais même vous voyez l'exposition là qui est au Grand Palais, qui est à Paris en ce moment. Eh bien, cette exposition là, ça ne m'a pas rendu mélancolique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que d'abord, en effet, il y a plein de vêtements anciens que je montre. Mais, en même temps, c'était l'occasion d'avoir une nouvelle aventure, de faire quelque chose d'autre, de recréer quelque chose à partir de ça. C'est-à-dire de créer une espèce d'autre spectacle, d'autres défilés, d'une autre façon. Donc, en fin de compte, c'est une espèce de jeu, quoi. C'est comme si j'étais tout le temps dans le jeu. Donc, Et vous avez peur que ça s'arrête? J'ai peur que ça s'arrête. Peut-être, ça oui. Sûrement, je dois avoir peur que ça s'arrête. Alors, bon, je me rends compte quand même que là, j'ai envie de faire un petit peu moins de choses, ou tout au moins, plus cette espèce de routine qui est devenue le prêt-à-porter. Ben voilà, mais à la place, par exemple, j'aimerais bien faire des spectacles, oui. Des spectacles. Des costumes de spectacle. Des costumes de spectacle, ouais. Et des costumes, et même un spectacle entier, mais avec d'autres personnes, bien sûr, pas tout seul. Je ne suis pas capable tout seul, hein. J'ai bien vu, d'après mes expériences dans le spectacle, dans les films et tout, que je serais incapable de faire un film, par exemple. C'est un travail invraisemblable. Il y a trop d'enjeux.
Tout à l'heure, Jean-Paul, vous parliez donc de Falbala, le film mythique pour vous, de Jacques Becker, avec Raymond Rouleau et Micheline Prel. On va vous voir en train de le regarder, ce film. C'est votre amie, Tony Marshall, Oui. la fille de Micheline Prel, qui vous a suivi dans le cadre d'un très beau documentaire-film qu'elle a fait. On va regarder et on va voir l'émotion que ça procure chez vous. On va essayer de comprendre pourquoi, comment. Puis on va retrouver Tony Marshall qui sera avec nous. L'autre porte était moins solide. Non, restez déchirés. Eh ben. Bah oui, c'est. Je pensais pas que je pleurais autant que ça et tout. Mais c'est vrai que ça m'émeut. Bon, les gens n'ont pas vu le film, donc enfin, ils voient seulement un extrait, donc ils peuvent pas se rendre compte. Mais l'histoire est très belle et très triste. C'est aussi une histoire d'amour. C'est non seulement la description d'un très beau métier, mais en plus c'est une histoire d'amour. Et il se trouve que cette histoire d'amour finit très mal, comme on peut le voir, par une espèce de suicide. C'est pas un suicide, mais si c'est un suicide, puisqu'en fin de compte il devient fou. C'est-à-dire c'est le destin qui l'amène à faire que cette histoire ne puisse pas se continuer et tout. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mais étant petit, je pleurais, quoi. Je pleurais dès la première image, parce que ça tombe justement, ça commence par la fin, la première image du film. Et Mais qu'est-ce que ça touche chez vous? oui, ça m'a touché. Mais qu'est-ce que ça touche chez vous? C'est des histoires d'amour où, en fin de compte, il y a une séparation et on veut quand même continuer à vivre. Voilà. D'accord, mais bon, pour vous mettre dans cet état-là, est-ce que vous avez été réfléchir à ce que ça allait chercher chez vous pour que ça vous mette dans cet état-là, dès petit? Je ne sais pas, le fait de... Je ne sais pas, en fin de compte, qu'est-ce qui peut provoquer ça. C'est-à-dire que peut-être que, en effet, je prenais le film d'une façon tellement... Enfin, en général, peut-être le cinéma d'une façon tellement premier degré, comme dit Jean-Paul Goude, que, en fin de compte, ça y est, cette histoire, je la vivais, en fin de compte. Vous voyez ? En plus, ça se passe dans le milieu de la haute couture, donc évidemment, ça Ouais, vous qui est parlait. en plus décrit d'une façon extraordinaire, par Jacques Becker, qui a fait le film, qui a réalisé le film, et c'était extraordinaire la façon dont j'ai retrouvé après, quand j'ai travaillé chez Jean Patou, chez Cardin, mais aussi chez Jean Patou, j'y ai trouvé la maison de couture avec tous les personnages singuliers, la muse, enfin après, par la suite, moi-même, les muses inspiratrices et tout, qui c'était la première, quoi. C'est-à-dire que Micheline Prel a été pour moi, la première muse, disons, qui m'a fait rêver et qui m'a fait vouloir faire des robes pour elle. Et voilà, et de faire un défilé, d'être comme ce personnage, ce monsieur-là. Tony Marshall est donc avec nous, la fille de Micheline Prel, mais pas que, évidemment, la grande réalisatrice Tony Marshall. Bonsoir, Tony. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous l'avez filmé, donc Jean-Paul, vous le connaissez très bien, c'est votre ami. Cette espèce d'émotion comme ça, immédiate qu'il a en voyant le film, vous la ressentez, vous l'expliquez comment? On croit à me souvenir que c'était le premier jour de tournage. Quand on commence le portrait de quelqu'un, c'est toujours un peu... Voilà, on se demande par où on va commencer. Et je me suis dit, on va regarder ensemble Falbala.
Et donc, moi, je filmais, mais j'étais à côté de lui. Et là, quand je revois, je crois qu'on a été émus ensemble du même film, quoi. Le film est profondément émouvant. Moi, c'est un de ceux de ma mère que je préfère. Et c'est une vraie histoire d'amour. C'est quelque chose qui résonne très profondément. Ça résonne très profondément chez Jean-Paul et chez moi différemment, mais voilà. Et quand j'ai vu qu'il y avait ça sur l'écran que je filmais, je me suis dit, ça y est, le portrait est lancé. Dans le portrait qui a été le vôtre, très beau portrait, Tony Marshall, vous avez évidemment aussi surligné, comme nous ce soir, la part d'enfance qui reste chez Jean-Paul, qui est même prépondérante. Comment vous l'expliquez, cette part d'enfance, ce refus d'affronter le vrai monde d'une certaine manière, ou en tout cas le monde d'adulte? Mais alors, je suis pas d'accord avec ça. Ah bah alors dites-nous. Voilà, c'est-à-dire, oui, de l'enfance. L'enfance, c'est plutôt qu'on garde... comment dirais-je, une espèce les enfants sont des éponges et n'arrêtent pas d'inventer, et d'avoir envie d'apprendre et d'avoir envie de connaître ce qu'ils ne connaissent pas et d'aller explorer, et de regarder est-ce qui sent pas bon, est-ce qui sent bon, est-ce qui est chic, est-ce qui est pas chic. Et voilà. Alors est-ce que c'est ça la part d'enfance ? Moi, je crois que ça peut être une vie d'adulte, une vie de créateur, une vie de quelqu'un de curieux et qui en même temps, je pense que c'est quelqu'un qui va vers la sagesse. On l'entend quand il parle. Il va vers la sagesse, ça oui. Ça vous inspire quoi, ça, Jean-Paul? Aller vers la sagesse, que dit votre ami Tony? Je l'espère, parce que je crois que c'est la meilleure des choses qui puissent m'arriver, d'ailleurs, d'aller vers une sagesse. Mais une sagesse libre, c'est ça, une sagesse voulue. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord et j'acquiesce complètement par ce côté. Le fait, c'est pas absolument vouloir rester un enfant. C'est le fait une chose que je n'aime pas, c'est les personnes qui sont blasées, qui sont toujours un négatif, non, rien n'est bien. C'est un côté, quelquefois, qui peut être très français, quoi. Ben, je crois que j'aime les surprises, j'aime être étonné, j'aime voir des choses nouvelles, mais je crois qu'on est plein à vouloir ça, non, à rêver que de ça. Quelque chose qui se passe qui n'est pas attendu, c'est formidable, non? Les accidents heureux, il n'y a rien de plus beau que ça. Tony, l'aspect, pas plus sombre, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects sombres chez Jean-Paul, mais disons la timidité, la mélancolie qu'on a évoquée, vous la percevez? La première chose que j'ai perçue chez Jean-Paul, c'était, j'appellerais ça une réserve. Et moi, je respecte ça beaucoup. Et je trouve ça même un peu mystérieux, romanesque. C'est quelqu'un qui à la fois a l'air de parler beaucoup, mais en fait a quelque chose qui lui est propre, une intimité qu'il préserve, qui est la sienne. Et ça qu'il ne fait pas découvrir à ses amis, parce que ça, je le vois bien, cet aspect où il parle beaucoup, cette espèce de joie qui emporte tout. Je vois bien que ça le préserve de quelque chose et d'une intimité qu'il ne fait pas partager. À la télé, il n'est pas obligé de le faire, mais à ses amis, par exemple, il le partage plus, cet aspect-là? Non, apparemment. Mais vous savez, pour être bien avec ses amis, il faut avoir suffisamment de richesse personnelle. Moi, ce que je partage avec lui, c'est qu'on est des enfants uniques. Et je vois bien les similitudes, c'est-à-dire que je m'ennuie jamais quand je suis toute seule. J'ai énormément d'idées quand je suis toute seule. Ça se développe, ça bouge, ça ci, ça. Et c'est parce que j'ai eu ce moment seul que quand je vais avoir mes amis, je vais pouvoir apporter des choses. Je crois qu'il fonctionne un peu comme ça. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Tout à fait. Merci beaucoup, Tony Marshall. Merci infiniment de cet éclairage. Merci beaucoup. Tony parlait de l'enfance. Oui. Finalement, pas la même exactement, mais cette enfance unique. Ouais. Il y a un mot qui est associé à votre enfance, c'est heureux. Vous avez une enfance heureuse. Ouais. Ouais. Heureuse chez mes parents et ma grand-mère. Vos parents, c'est donc en banlieue parisienne. Vous êtes Arcueil. fils unique d'une mère secrétaire et d'un père comptable. Et vous passez donc cette enfance à Arcueil dans l'amour. C'est ce qui Tout à fait. Heureux parce que vos parents vous aiment et c'est un amour inconditionnel. Totalement. Ils m'ont laissé une espèce de liberté pour un enfant, et puis ils m'ont pas traité comme un petit enfant. Je veux dire, ils m'ont traité presque comme un petit adulte, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je parlais quelquefois un petit peu comme un monsieur. Et ça, c'est vrai que j'aime. Alors oui, le côté comme un monsieur, je n'aime pas trop ça. Pourquoi ? Parce que pour moi, le monsieur, c'est un peu le professeur. Et c'est vrai que
je sais que j'avais un professeur de dessin qui était formidable, elle, à l'école, hein, et parce qu'elle était complètement folle et qu'elle nous laissait libres de dessiner, de faire des traits dans tous les sens, et après trouver des visages à travers ça. Ça, c'était extraordinaire. Mais la plupart des professeurs que j'ai eus, surtout au lycée, c'était vraiment plutôt genre je connais tout, je sais tout, il faut faire ça. Et j'étais un petit peu, je m'ennuyais aussi assez. Ça, c'est des dessins que je faisais pour les cliente de ma grand-mère qui était masseuse et infirmière, et je les dessinais comme... Alors vous pouvez voir une coiffure presque à la Mireille Mathieu. Ouais. Ça, c'est en 66 à peu près, hein, je crois, ces dessins-là. Donc j'avais 12 ans. Et l'autre, alors je sais plus qui s'est coiffé comme ça, mais c'était toujours inspiré par une chanteuse ou une... alors il y avait des Dalida, il y avait aussi des Marilyn Monroe, il y avait... le côté Mireille Mathieu quand même, on voit le col un peu décollé, là c'était des robes de Ferraud qu'elle portait à l'époque, de Louis Ferraud. Et je regardais notamment cette émission qui était... Voilà, oui, je crois, c'est une chanson de Mireille Mathieu. Ouais. Alors, c'est assez drôle d'ailleurs. Et après, de l'autre côté, là, il y a une silhouette là, avec des jambes très bizarres et une espèce de queue de cheval qui est un trait. C'est assez stylisé. Hein. Mon dessin était quand même... sauf Mireille Mathieu, où le visage était quand même très important et que je montrais. Là, c'est Sheila, vous voyez, là, au milieu. Voit, ouais. Sheila avec la petite jupe. Là, vous étiez gamin quand vous dessiniez ça, Jean-Paul. Ouais, j'étais gamin et j'aimais Sheila et tout, la petite fille de français moyen et tout. Alors, je me retrouvais en Sheila, on va dire. Vous et puis là, par contre, voilà, ça, c'est des vêtements. Alors ça, c'est après avoir vu Falbala, donc... et j'ai commencé à faire mes collections. Alors les collections, alors là on voit des espèces de robes culottes, hein, qui sont séparées, tout comme des bermudas et tout, avec des plis creux. Et puis, bon, c'était évidemment influencé un peu par ce qui se faisait à l'époque, parce que je voyais... Alors il y avait une émission à la télévision qui montrait comment couper une robe, mais il y avait aussi une émission sur la haute couture. On voyait Cardin, Courrèges et tout, et j'adorais, et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Alors après, je faisais mes collections, et je lisais tous les articles. En fin de compte, j'ai pas fait d'école de mode. Hein, ça a été en lisant les articles des journaux qui disaient la collection de Saint-Laurent a été très très féminine et très parisienne. Alors je me disais pourquoi parisienne et tout. Alors j'essayais de voir après quand je voyais des photos. J'essayais de comprendre moi-même. Alors c'était la Bible. Hein, c'était tout ce qui était dit par les critiques de mode. C'était la vérité. Et moi, quand je me faisais mes collections, alors j'essayais d'en faire beaucoup de dessins. J'avais appris que Cardin en faisait 300. Alors j'essayais de faire à peu près 300 modèles, moi. 301, 302, mieux que Cardin. Et puis après, j'écrivais mes articles. Alors mes articles, c'était collection très parisienne et tout. Et évidemment, ça n'avait que des louanges. Alors, il y a quelqu'un qui a partagé ça avec vous, même si vous étiez assez solitaire. Mais c'est votre copain d'enfance. On le connaît bien. Il a fait de la télévision, mais c'est pas pour ça qu'on le connaît. Aujourd'hui, on le connaît pour ses livres qui sont des best-sellers. C'est Jean Telet. Évidemment. Bonsoir, oui. Jean. Bonsoir. Merci d'être là. On vous connaît évidemment pour vos livres. Aujourd'hui, Héloïse Houille, vous avez eu la gentillesse de venir nous raconter le Jean-Paul Gaultier enfant, puisque vous étiez à l'école ensemble. Ouais. Oui. On était à l'école La Place. Non, c'était l'école Jules Ferry. Ah oui, Jules Ferry. Oui. C'était l'école Jules Ferry. Et ce petit garçon qui rêvait déjà la vie d'adulte qu'il allait avoir, qui faisait ses dessins, qui commentait lui-même, comme les journalistes allaient le faire plus tard, ses collections... il était quand même très à part, non? Il était très atypique par rapport à ses petits camarades. Hein. Et il était discret, il était toujours souriant, et c'était quelqu'un de gentil, et on pouvait pas deviner le destin qui allait l'attendre derrière, mais en même temps, si on me l'avait raconté, je crois que j'aurais pas été tellement surpris. Il avait une singularité, et par exemple, je me rappelle d'un truc que je t'avais raconté, Jean-Paul, et je crois que tu t'en souviens pas, c'est que quand on était dans la cour avec les autres copains, on en mettait deux devant qui se donnaient la main, puis un troisième qui s'accrochait au manteau, et on cavalait comme des chevaliers à la con. Et toi, tu t'asseyais sur le rebord de la fenêtre de la cour, et puis tu mettais ton caban à l'envers pour qu'on voit l'intérieur qui était moiré et tout, et tu mettais une écharpe autour de ta tête, et tu disais je suis Louis XIV. Et déjà t'inversais, tu déstructurais les vêtements, et ça, moi, c'est quelque chose qui m'étonnait, et je trouvais ça assez marrant. Je dois dire, ce qui est drôle, c'est que Jean, lui, je l'aimais beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il était déjà différent, déjà physiquement. Très, très grand, le cheveu roux écranté, hein. Et il habitait en plus dans un endroit formidable qui était juste en face de mon HLM, hein. C'était comme un château, c'était la mairie d'Arcueil, parce que son papa était le gardien de la mairie.
Et Voilà. ça vous faisait un peu rêver. Alors, vous l'aimiez aussi, Jean, parce qu'il était aussi un peu différent, puisqu'il avait déjà son univers à lui. Avec les autres copains, comment ça se passait, Jean Telet, pour Jean-Paul Gaultier? Parce que, il l'a dit, Jean-Paul, il correspondait pas au canon de la virilité. Et Non. il a souffert d'une certaine manière d'avoir été rejeté par les copains de classe un peu plus masculins, d'une certaine manière. Mais justement, nous, évidemment qu'à 6 ans, 7 ans, 8 ans, tout ça, des mots comme homosexualité et tout, on savait même pas ce que c'était. Mais on entendait dire de Jean-Paul qu'il était comme une fille, par exemple. Fille manquée. Et voilà. Et puis, il y avait des choses que tu faisais aussi tu m'avais raconté une fois, je crois ou régulièrement avec ta grand-mère, t'allais dans une mercerie au métro La Place, Ouais. et pendant qu'elle faisait ses courses, toi, tu piquais des trucs, tu planquais dans sa poche. Une fille manquée, Jean-Paul, vous dites, c'était le mot. Ah oui, on disait fille manquée. Je détestais ce mot-là parce que je me sentais pas du tout comme une fille. D'ailleurs, je me trouvais pas vraiment spécialement. J'essayais pas de copier les filles, en tous les cas. C'est vrai que j'étais entouré de femmes. Mais pas de filles, j'étais entouré de femmes plutôt. Bon, par exemple, il y avait des bagarres quelquefois. Je me souviens que je trouvais ça assez horrible, les histoires de gens, des garçons qui se cassaient la figure, et puis aussitôt du sang, il y en a qui étaient alentour et qui trouvaient ça. Et je trouvais ça, mais terrible. Après, on critique les corridas, mais enfin, je veux dire, l'instinct humain, et là, quelquefois, avec deux personnes qui se battent. Allez pas si vite, Jean-Paul, le rejet. Vous me disiez, je me sentais rejeté. Oui. Donc, ah oui, alors il y a quand même une chose à dire. Je ne sais pas si tu étais dans ma classe, mais tu devais l'être. La fois où ça s'est passé, c'est la fois où ce rejet s'est transformé. C'est-à-dire, je ne sais plus quelle était l'institutrice, là, si c'était Madame Moulinou. Madame Moulinou, voilà, Madame Moulinou. Alors, j'avais vu la veille à la télévision, ma grand-mère m'avait laissé voir comment la télé, il y avait les Folies Bergères, la première des Folies Bergères, où il y avait des femmes avec des plumes, des barésies, des choses comme ça et tout. Et moi, j'avais trouvé ça formidable. Et le lendemain, donc, alors, je crois qu'elle m'aimait beaucoup, Madame Moulinou. Mais quand même, je dessinais. Et là, ce jour-là, je me suis mis à dessiner une femme avec des plumes, avec des barésies et avec un petit peu des strass un petit peu partout. Et elle est passée derrière moi, elle a vu le dessin, là, elle s'est sentie comme trahie, quoi. Je faisais semblant d'écouter, et en vérité, je faisais autre chose. Donc, elle a été furieuse, elle m'a fait lever un petit coup de raide quand même sur les doigts, ça se faisait à l'époque, hein. Et elle m'a fait monter sur l'estrade et elle m'a épinglé dans le dos mon dessin et me fait faire le tour des classes. Le premier défilé, quoi. Pour m'humilier. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'était l'inverse. Mais ça, je m'en suis rendu compte des années après. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, les garçons qui d'habitude, oh Gaultier, on n'en veut pas pour jouer au foot et tout, et ben là, ça a été, oh fais-moi un dessin. Et je me suis rendu compte que le fait de faire un dessin, ça m'ouvrait des portes et c'était comme un passeport. Vous vous souvenez de ça, Jean? Parce que c'est un moment fondateur pour Jean-Paul. Ce moment qui était supposé être une humiliation, pas du tout. C'est un moment qui vous a donné confiance et qui vous a donné un statut dans la classe, en fait. Vous vous en souvenez de ça? Mais oui, je m'en souviens. Et je me rappelle que ce qui m'avait étonné, c'est que c'était une punition, donc il défilait et tout. Et il vivait pas ça, il n'avait pas le comportement de quelqu'un qui était humilié. Tout d'un coup, même, il se redressait. Il disait, c'est comme ça. Et il y allait dans le couloir qui longeait toutes les classes. Et c'était dans une école où on avait une institutrice aussi qui s'appelle Madame Tapp, qui vit toujours, qui a 97 ans. Formidable. Et que j'ai régulièrement au téléphone, qui est dans une maison de retraite en dessous de Toulouse, que tu as appelé aussi au téléphone. Et on a de la chance d'avoir encore cette institutrice qui nous a appris un tas de choses, quoi. Alors, une chose que j'ai oublié de dire quand même quant à Jean, c'est non seulement, bien sûr, que j'adore son travail, sa façon de parler, le vocabulaire qu'il invente et tous les mots qu'il invente dans ses livres, mais c'est qu'à l'époque, il dessinait, et mieux que moi. Parce que moi, je faisais seulement des femmes des Folies Bergères, alors que lui, il dessinait des chevaux, des avions, des voitures, enfin, tout. Et des Indiens. Et ce qui m'étonnait, c'est que moi, les plumes, je les mettais sur la tête, et toi, tu les accrochais aux fesses des filles. C'est une jolie façon de montrer la différence d'emploi. Allez, merci beaucoup, Jean Telet, de nous avoir raconté Jean-Paul, enfant à l'école. On comprend bien la famille dans laquelle vous avez évolué, la famille aimante. Vous, cette famille qui vous a donné tellement d'amour, qui vous a donné tellement confiance en vous, finalement, on en parle dans un instant.